Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne Philoptère. Aujourd'hui, je vais te parler du concept de vérité et on va essayer d'étudier son rapport à l'illusion, à l'opinion et également comment est-ce que l'on va construire la vérité d'un point de vue scientifique, mais aussi philosophique. Allez, c'est parti! Pour réussir à parler du terme de vérité, il va falloir s'intéresser aux racines que le terme vérité va avoir dans différentes langues que nous avons déjà côtoyées. Par exemple, la vérité en anglais se dit truth, bon, excuse cet accent un peu pourri, mais ça a la même racine, sans mauvais jeu de mots, que le terme tree, qui veut dire arbre en anglais. Ainsi, dans cette origine anglo-saxonne, on ressent le terme de vérité comme quelque chose qui va être fixe et qui ne va pas bouger. Bon, si on fait de la philosophie, on va également s'intéresser à l'origine grecque de ce terme qui va être le terme aletheia. C'est ce qui ne peut pas être oublié, ce qui sort de l'oubli. Le terme aletheia a pour objectif justement de montrer que la vérité c'est quelque chose qui doit être mis à jour, une sorte de lumière éternelle à laquelle on va devoir se confronter. Bien entendu, on va l'opposer au terme grec pseudos, qui signifie mensonge, que l'on va retrouver par exemple dans un pseudonyme, ou dans le terme pseudo, qui est justement un faux nom, un faux titre que l'on se donne sur internet ou dans un jeu. Je terminerai avec le terme de veritas, qui est le terme latin pour parler de vérité. C'est celui qui se rapproche le plus de notre terme à nous de vérité. Et il va se rapprocher d'une vérité d'un ordre juridique. À la fin des séances, lorsque l'on a jugé quelqu'un, on va dire « la vérité est celle-ci » et on va émettre le jugement en latin, à l'époque latine. Ainsi, la vérité va être quelque chose qui va être plutôt établi à l'époque latine, alors qu'à l'époque grecque, par exemple, c'est quelque chose qui va être découvert, sorti de l'oubli. On se rend compte ainsi que selon les civilisations auxquelles on se confronte, la vision de la vérité va profondément changer. Mais ce n'est pas que la vérité qui peut changer, c'est aussi l'opinion. Pour cela, je vais te parler du plus gros enfoiré que la Terre ait connu, c'est Edward Bernays. Edward Bernays, c'est quand même le mec qui a changé l'opinion de tous les Américains sur plusieurs sujets, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle La fabrique du consentement, Propaganda, qui explique comment développer la propagande et faire croire à des vérités, changer l'opinion d'une personne. Pour réussir à bien comprendre, il faut bien entendu dissocier la notion d'opinion de la notion de vérité. L'opinion est problématique parce que justement, elle n'est pas fondée, tandis que la vérité va avoir un fondement soit raisonné, soit lié à une sorte de révélation, comme la vérité d'une foi religieuse. Mais bien entendu, il faut savoir que de l'opinion naît une certaine forme de vérité, et également l'opinion va structurer notre rapport à la réalité, et peut devenir notre réalité à nous, notre vérité à nous. Pour cela, Edward Bernays a par exemple réussi à faire fumer les femmes en leur faisant croire que ces torches de la liberté, ces cigarettes-là, symbolisaient leur émancipation durant la fameuse crise économique qu'ont subi les USA au XXe siècle. Si on suit cette logique-là, modifier l'opinion publique, ça va être réussir à modifier également la manière avec laquelle certaines personnes vont appréhender la vérité et la réalité des choses qui les entourent. Parler d'opinion, c'est également un problème pour les philosophes, parce que c'est l'assurance que certaines personnes vont vivre dans l'illusion toute leur vie. Et ça ne plaît pas aux philosophes qui veulent justement tirer les individus du commun vers une certaine forme de vérité. C'est ce dont va nous parler Platon dans l'allégorie de la caverne, dans le livre 7 de la République. Dans cette allégorie, Platon imagine des individus qui sont enchaînés au fond d'une caverne. Ces individus voient des ombres qui sont projetées au fond sur un mur grâce à un jeu de lumière. Ces ombres sont considérées comme les illusions par Platon, mais également sont la vérité pour les personnes qui les observent. Admettons maintenant que cette personne va pouvoir se libérer de ses chaînes et décide de monter à la surface, elle va se rendre compte que justement les ombres qu'elle voyait au fond de la caverne n'étaient en réalité qu'une illusion. Mais il faut savoir également qu'en montant à la surface, la personne va devoir être éblouie par la lumière du soleil, et donc la vérité absolue, la vérité des idées chez Platon, qu'il va contempler. Ce n'est donc pas quelque chose de facile d'accéder à la vérité et de dépasser ses opinions. Et c'est pour cela, par exemple, que si une personne descend dans la caverne pour assurer aux personnes attachées en bas que la vérité est ailleurs et que c'est cette fameuse lumière qui leur fait mal aux yeux, généralement, la personne va être mal accueillie. C'est le cas par exemple de Socrate, qui essayait désespérément de faire œuvre de maïeutique, c'est-à-dire l'art d'accoucher les esprits, pour réussir à faire atteindre la vérité par la discussion aux individus de sa cité. Les personnes auxquelles parlait Socrate acceptaient assez rarement de montrer qu'elles avaient tort, et c'était assez difficile pour elles d'essayer de contempler cette vérité que Socrate voulait leur montrer. Désagréable au point que, par exemple, la cité d'Athènes vote pour la mort de Socrate lors de son procès, qui est retranscrit dans l'Apologie de Socrate de Platon. Ainsi, nous allons évidemment opposer la notion d'opinion de la notion de vérité.
Et il faut aussi l'opposer de la notion de subjectivité et d'objectivité. La subjectivité vient de la racine sujet, qui signifie que c'est lié à nous, à notre identité propre, à notre point de vue, à nous. Tandis que l'objectivité vient de l'objet, c'est-à-dire ce qui est extérieur à nous. Nous aurons donc tendance à dire, d'un point de vue philosophique, que la vérité se veut d'être objective, c'est-à-dire extérieure à nous, et qu'elle n'est pas automatiquement liée à notre subjectivité. Du moins, c'est ce que veut chercher Socrate lorsqu'il veut nous faire atteindre une vérité qui est liée au monde des idées, une sorte de vérité absolue, mais également c'est ce que la science cherche à atteindre grâce à sa méthodologie. Nous pouvons également opposer, d'une dernière manière, la notion de croyance et la notion de vérité, car ce sont deux ordres de vérité différentes. La croyance est une vérité qui n'est pas fondée, tandis qu'une vérité telle que la vérité scientifique se veut d'être fondée par une méthodologie et une recherche approfondie. De cette manière, si on cherche une vérité d'ordre philosophique ou scientifique, nous allons devoir faire œuvre de raison et réfléchir sur le fondement même de nos réflexions, pour voir si ce que nous croyons, c'est-à-dire la base même de nos connaissances, est une vérité ou alors une illusion. Par exemple, Descartes va nous dire que l'on peut croire qu'un bâton que l'on plonge dans un verre d'eau est brisé, car en effet, il y a un effet d'optique qui nous fait croire que ce bâton est cassé. Mais en réalité, cette opinion, cette croyance, n'est pas fondée, et il faut la remettre en doute, réfléchir, raisonner, pour atteindre une certaine forme de vérité et savoir que cette illusion du bâton brisé n'est effectivement qu'une illusion, et que le bâton n'est en réalité pas cassé. De cette manière, le doute est une possibilité d'accès à la connaissance et donc à une vérité, une connaissance qui est fondée. Nous allons partir d'une croyance, et peut-être même parfois d'une opinion, la remettre en doute, évacuer ce qui ne nous intéresse pas, ce qui n'est pas fondé, et atteindre une vérité. C'est ce que cherche à faire Descartes notamment dans la première méditation métaphysique en 1641, lorsqu'il va remettre en doute l'ensemble de ses connaissances, l'ensemble de ses opinions, pour réussir à atteindre une certitude. Son objectif étant, lorsqu'il fait cette sorte de métaphysique absolue, cette remise en doute sceptique de ses connaissances, son objectif là-dedans, ça va être de réussir à atteindre un palier sûr qu'il ne pourra pas remettre en question pour pouvoir reconstruire l'édifice de ses connaissances grâce à cette seule certitude qu'il aura trouvée. Mais il est un cas également où nous pouvons accéder à la vérité sans pour autant faire œuvre de remise en doute et sans pour autant réfléchir, travailler. C'est dans le cas de l'évidence. L'évidence, c'est un caractère assez problématique, car ça semble être une vérité qui va nous toucher de manière innée, absolue. Nous voyons l'évidence, elle nous touche directement lorsque nous la regardons, et nous ne saurions l'expliquer. Cela s'oppose ainsi à une certaine forme de réflexion, par exemple dans les sciences, qui va avoir tendance à prouver. Mais on peut également atteindre une certaine forme d'évidence grâce à la démonstration. Par un calcul savant, par une démonstration scientifique, nous allons montrer les mécanismes cachés d'un phénomène pour réussir à les montrer de manière évidente à une personne. Admettons, le théorème de Pythagore auquel nous avons tous été confrontés durant nos études, durant notre scolarité, n'était pas évident initialement pour nous, mais lorsque on nous l'a prouvé de manière mathématique et géométrique au tableau, nous avons pu rencontrer l'évidence de ce théorème et comprendre que justement il nous montrait une vérité cachée que nous n'avions pas vue initialement. Un autre problème qui vient avec l'évidence, c'est de réussir à savoir pourquoi une évidence serait évidente pour tout le monde. Car il est en effet possible que j'ai mon évidence personnelle à moi, qui ne touche pas automatiquement mon collègue, mon ami, la personne qui discute avec moi. Malebranche a une petite solution par rapport à ça. Il va fonder la possibilité d'une évidence pour tout le monde dans une raison universelle chez l'homme. Tous les hommes ont le même processeur, comme si tous les ordinateurs étaient codés de la même manière. Ce processeur, c'est la raison humaine. Nous fonctionnons tous de la même manière, nous raisonnons tous de la même manière, ce qui fait que si quelque chose est évident pour moi, il le sera pour toi aussi, pour la simple et bonne raison que nous réfléchissons de la même manière. Ainsi, si mon cerveau l'a compris, le tien sera en capacité de le comprendre également. Bien, je te parlais de la construction de la vérité, je t'ai parlé de l'opinion, je t'ai parlé de la croyance, de l'opposition entre l'évidence et la démonstration, même si parfois la démonstration permet d'atteindre une évidence. Maintenant, il serait peut-être intéressant de questionner la valeur de la vérité. Parce que toutes les vérités n'ont pas automatiquement la même valeur. Si par exemple tu as appris là ce que je t'ai dit sur la notion de vérité, ça ne va pas automatiquement te servir si tu cherches à construire une maison, par exemple, ou si tu cherches simplement à faire des scores sur un jeu vidéo. On s'en fout, littéralement, c'est pas utile. Par exemple, si tu écoutes cette vidéo pour fabriquer une dissertation, pour réfléchir sur un sujet en philosophie, ce que je vais te dire va être utile, et donc cette vérité va avoir une plus grande valeur. Cette relativité de la vérité va être donc une relativité par rapport à son caractère pratique. C'est ce que William James, un philosophe américain, va développer. Selon lui,
la vérité a une valeur en fonction de son utilité. Il le développe dans un ouvrage qui s'intitule « Le pragmatisme », qu'il a écrit en 1907, dans lequel il nous explique justement que nous allons construire la valeur d'une vérité en fonction de l'utilité qu'elle va avoir à nos yeux. Ainsi, une vérité va changer de valeur selon le contexte. D'un premier point de vue par rapport à ma survie, parce qu'une certaine vérité va m'être utile pour vivre. Par exemple, je sais que manger des baies empoisonnées, c'est pas bon pour moi, j'ai enregistré cette information, et cette vérité-là a une très grande valeur pour moi si je veux vivre. Mais également, c'est une vérité qui peut être utile par rapport à mon confort. Ce caractère pratique de la vérité peut être également développé à une échelle sociale. Nietzsche nous en parle, la vérité nous est utile parce qu'elle nous assure la cohésion sociale. Ici, on ne parle pas de la vérité comme connaissance, mais de la vérité comme interaction sociale, opposée au mensonge. Nous avons décidé tous ensemble d'un commun accord d'assurer que la vérité était bien en communauté, parce que si nous vivions dans une société gorgée de mensonges, ce serait impossible, ça serait un état de guerre de tous contre tous, et ce ne serait pas vivable. Je terminerai en te parlant de Michel Foucault, qui en 1971 réfléchit sur la notion de norme du vrai. Si la vérité a une valeur différente, on peut imaginer qu'elle a une valeur différente par rapport à une norme, c'est-à-dire un cadre qui est fixé pour valider ou non une certaine forme de vérité, une certaine forme de connaissance. Il va utiliser le cas de George Mendel, qui est l'un des premiers fondateurs de la génétique moderne. George Mendel a développé une méthodologie qui ne correspondait pas à la science de son époque. Et pour Michel Foucault, c'est donc un monstre vrai. C'est-à-dire que c'est une personne qui a dit une vérité, mais cette vérité était tellement autre que la vérité scientifique de son époque, que cette vérité-là a été évacuée par les normes scientifiques de l'époque. Je réexplique de manière un peu plus simple. George Mendel avait une méthodologie qui ne correspondait pas aux normes méthodologiques de son époque. Il a notamment inclus la notion de population pour parler de population génétique, et non pas la notion de population d'un terme anthropologique et social, et ça ne plaisait pas du tout à l'époque. Ainsi, il y a une sorte de police du vrai qui se génère d'un point de vue scientifique pour valider ce qui est vrai et ce qui est faux à une certaine époque. La vérité semble être donc totalement relative à une époque et à une vision de la science. Peut-être que quelque chose qui est vu comme faux de nos jours sera vu comme vrai bien plus tard, parce qu'on utilisait une méthodologie qui ne correspond pas à notre époque et correspondra à l'époque dans laquelle nous vivrons peut-être un jour. Cette disciplinarisation des savoirs par la science est nécessaire pour Michel Foucault quand même, ce n'est pas dangereux, parce que ça permet d'éviter que tout le monde fasse n'importe quoi avec le savoir scientifique. Ça crée une police qui va valider ou non la vérité, même si des fois elle passe à côté de quelque chose d'exceptionnel, comme le cas de George Mendel. Bref, je crois que je t'ai assez parlé de la notion de vérité, si tu as des questions, n'hésite pas. Simplement, si on doit résumer, la vérité c'est quelque chose qui va se fonder, on va fonder des connaissances. Pour cela, on va utiliser une méthodologie, on va utiliser la raison, des réflexions, qui peuvent remettre en doute des croyances qui ne sont pas, elles, fondées. Cette remise en doute est nécessaire parce que justement, nos opinions, n'étant pas fondées, peuvent parfois nous confronter à des illusions qui sont négatives pour nous. Mais cette vérité, pas tout le monde est capable de l'entendre, et ça peut rendre violent quelqu'un à qui on la dévoile. Quelqu'un qui voudrait par exemple garder son illusion ou garder son opinion de manière parfois agressive. Nous le voyons dans les débats politiques et dans les débats publics. Pour terminer, la vérité peut apparaître comme relative, justement par le simple fait qu'elle dépend d'une certaine norme par rapport à une époque et une norme scientifique, mais également parce que sa valeur va dépendre de son utilité pratique dans le cas de notre vie de tous les jours, mais également dans le cas des sciences. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura été utile. S'il y a des points qui te semblent obscurs ou qui te sont difficiles, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, je suis là pour ça. Et je te souhaite une bonne journée, à très bientôt sur la chaîne Philoptère.